Bonsoir. Laurent Gbagbo il était en visite dans le Grand Ouest du 7 au 10 avril 2022. Que retenir de ce déplacement de l'ex-président ivoirien? Eh bien, on en parle en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question des élections présidentielles en France. Notre invité du talk est Baptiste Hens. Il est conseiller des Français de l'étranger. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Très heureux d'être en votre compagnie. C'est une nouvelle semaine qu'on entame avec beaucoup de plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. Chaque fois que nous avons l'occasion de partager des moments de télévision avec vous, nous sommes très très heureux que ces moments-là existent. Et tous les soirs, nous avons la chance et l'honneur d'être chez vous à la maison. André voit tout sourire pour le début de semaine. Bonsoir André, comment allez-vous? Non, je pensais à un joueur qui joue à l'Olympique de Marseille qui vient de recruter, qui s'appelle Tété. Donc quand j'ai entendu Laurent Gbagbo Tété, j'ai pensé à ce joueur. C'est vrai, ça arrive même au meilleur. Ouais, c'est clair. Le joueur Tété. Ouais. Bonsoir les amis, en tout cas nous sommes très heureux de vous retrouver. Live TV, c'est vraiment... Il n'est pas sérieux. Live TV, c'est la télévision évidemment qui vous fait passer d'excellents moments. Merci en tout cas de nous faire confiance. Alain Toussaint Tété, pas. En fait, il était en train de chercher comment il allait faire le jeu. C'est ça. Il est pas sérieux. Parce que, quand même, il y a un T à la fin de tout ça. Forcément. Mais voilà, Alain Toussaint Tété. C'est tiré par les cheveux. Je sais. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon week-end? Oh, passable. Passable. Ouais. C'est vrai que vous vous remettez un tout petit peu d'un petit moment où vous étiez alité. Donc La maladie, ouais. Ça va, vous êtes robuste. Ouais. Ça va, je tiens le coup. C'est un solide gaillard. Bon. Je tiens bon. Merci. Madame Bleu est en saumon. Pas du tout. C'est Ah quoi, ben saumon, non, quand pas même du tout. C'est quand même du doré. Doré, ouais. Ah, du doré. Oui, quand même, oui. Digne des grandes On doit te déesses. donner des lunettes, là. C'est vrai, je ne les ai pas ce soir, malheureusement. Évidemment, on comprend. Donc vous comprenez que Oui, bien sûr. je suis loin d'être daltonien. Tout de suite, notre petit débat. Le week-end dernier, il a été marqué par la visite de Laurent Gbagbo dans le Grand Ouest, dans l'ouest du pays. Que pouvons-nous retenir de cette visite? On va en parler dans quelques instants. Je sais que sur le plateau la semaine dernière, il y avait un grand débat, donc des supputations. On subodorait Doit-il pour aller certains. ou pas Voilà. Dans quelles conditions? Que va-t-il dire? Eh bien, on a eu la réponse. André? Oui, non, mais la réponse, c'est que finalement, ça a été une liesse populaire. Une visite plutôt, une liesse populaire, parce que, moi, pour moi, c'est une la palissade. C'est plus très surprenant de savoir que Laurent Gbagbo est populaire. Et en revanche, ça a été un moment politique. C'est-à-dire que rencontre avec ses partisans, qui sont toujours encore très nombreux dans la région. Voilà, et un discours quand même assez plutôt apaisant, plutôt donc nous ramener à notre histoire commune. Je trouve que c'était donc Il a joué avec finesse, on aurait pu dire. Oui, mais parce qu'évidemment, il s'est bien rendu compte que tout ce qui a précédé ce déplacement n'était pas de nature à apaiser le pays ou cette partie du pays qui a tant souffert justement de nos dissensions. Et donc c'était plutôt... Il faut des rendez-vous politiques, il faut des meetings, des choses comme ça. Je pense que c'est ce qui anime la vie politique. Il ne faut pas qu'on récupère des souffrances, parce que notamment, on va dire, les souffrances sont partagées, j'allais dire. Madame Bleu, visite donc au niveau des fosses communes à Diokwe, 2 meetings, et Laurent Gbagbo, André le disait, aura joué la carte de l'apaisement. Vous pensez, vous trouvez? Non, je pense je ne pense pas qu'il ait autant voulu marcher sur des œufs au regard de ce qui avait été dit précédemment par certains chef traditionnel qui s'opposait à sa présence. Il est toujours lui-même. Il est venu surtout s'incliner sur la stèle qui commémore un peu les victimes de la crise post-électorale dans cette région. Il a été lui-même. Je ne pense pas qu'il ait quand même voulu marcher sur des œufs.
Et ce que je note aussi, surtout, c'est quand même la présence remarquée du PDCI RDA, qui était présent et qui est, d'une certaine manière, finalement, l'un des grands alliés du PPACI. Donc, il s'est fait remarquer pendant ce moment et pendant cette visite de Laurent Gbagbo dans cette région et qui était représenté par certains cadres de ce parti, dont le maire Denis Cazion. Et je pense que ça conforte également la position du PDCI RDA comme voilà, l'un des alliés, en tout cas, du PPACI. Monsieur Alain Toussaint, dépôt d'un rameau d'olivier en guise de paix, rencontre avec les populations du Grand Ouest, expression d'une vraie compassion. Laurent Gbagbo, selon vous, à travers cette visite-là, aura démontré qu'il est un homme de paix, un homme de réconciliation, l'homme qu'on attendait? Oh, je ne sais pas si c'est à partir de ces actes-là qu'il faut lui accoler ces épithètes. J'observe simplement qu'il a estimé nécessaire d'aller dans cette région à la rencontre des populations qui ont souffert des conflits armés entre 2010 et 2011, et même depuis 2002 d'ailleurs. Si la première étape de sa visite était, disons, sur le mode compassionnel, donc dire yako aux populations, la seconde visite était éminemment, la seconde étape était éminemment politique, avec, à mon sens, quand même un air de campagne électorale. Il a passé un peu en revue tout le bien qu'il peut penser de la gestion du gouvernement actuel, sans pour autant dire malheureusement ce qu'il propose. Et c'est là un peu la faiblesse des propos qu'il a tenus, et j'espère qu'on va approfondir des propos qu'il a tenus donc, lors de cette seconde étape. Peut-être que ce n'était pas le lieu. Bon, écoutez, ce n'est jamais le lieu ni de faire la critique, et encore moins de se projeter. Le problème de la politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne sait pas parfois pourquoi les gens veulent revenir au pouvoir. Et depuis 30 ans quand même, on a une compétition entre de grands leaders, et cette compétition a été exacerbée au point de connaître les conflits civils que nous avons connus. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez cette pensée-là. Vous ne savez pas pourquoi les gens veulent revenir au pouvoir. Déjà préciser cette pensée parce que... Oui, parce que lors de son propos, le président Gbagbo a parlé d'une alliance avec le PDCI-RDA. Le PPACI est dirigé par un ancien chef de l'État, tout comme le PDCI. Donc, et particularité, vous me permettrez peut-être de produire une analyse, particularité de ces deux chefs d'État, ils ont malheureusement été évincés du pouvoir. Oui, évincés du pouvoir. Donc, d'où la nécessité certainement de vouloir revenir. Oui, revenir pour mieux faire ou pour faire comme avant, etc. Parce que ce qui caractérise quand même la Côte d'Ivoire de ces 30 dernières années, c'est ce que j'appelle une zone de non-État, où on s'est affranchi de certaines règles qui nous ont conduit droit dans le mur. Mais je pense que c'était quand même intéressant parce qu'effectivement, le président Gbagbo, a parlé de certains sujets très intéressants, comme la décentralisation. Il a parlé d'une dizaine de régions, moi je dirais 10, mais pourquoi pas 15 ou 20, etc. Donc il faut peut-être préciser la pensée, parce que bon, la critique est facile, mais l'art est parfois difficile. Vous voyez, surtout quand on a déjà eu l'opportunité d'être en responsabilité. Et qu'on dit n'avoir pas fini son mandat, il n'aura pas fini de dérouler tous les éléments de ce mandat-là. Ça ne va pas revenir chaque fois sur... Le problème, c'est que si on prend cette voie, on ne terminera jamais avec ce débat-là. Oui. Tout le monde sait, d'ailleurs aujourd'hui c'est le 11 avril. Vous voyez, symboliquement, on sait ce qui s'est passé le 11 avril 2011. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est arrivée à une étape importante de son histoire. Il faut tourner la page. Cela ne veut pas dire qu'on devient amnésique, qu'on oublie ce qui s'est passé. Mais instruit de ce qui s'est passé, on essaie de consolider le présent et puis construire le futur. Très bien. Oui, non, moi, en tout cas, j'entends bien tout ce que Alain Toussaint a dit, mais je reste quand même sur la première partie qui, la semaine dernière, avait provoqué un peu de polémique et fait parler un peu les analystes politiques. Laurent Gbagbo sur ça était clair. Quand il ouvre ses propos en disant, vous savez, dans l'histoire du monde, ce sont ceux qui ont souffert qui pardonnent. C'est-à-dire que déjà, je pense que sur cette première partie-là, c'est bien, ça fait plaisir, enfin plaisir, mais en tout cas, on aime entendre nos hommes politiques parler comme ça. C'est-à-dire qu'on aille vers des partisans, on peut critiquer
que pourquoi les web, sachant qu'il y a forcément d'autres communautés qui ont dû perdre des gens dans cette zone, tu vois. Mais d'entendre ça, c'est toujours bon. On se dit que le moment pour les autres va peut-être arriver. Les ouais ont été sans doute les plus meurtris ou pas, parce qu'on ne va pas rester dans la comparaison des souffrances. Là, vous faites une hiérarchie de oui, la non, souffrance. Ce que je dis, non, je ne vais pas faire ça, mais je dis quand même, le fait de dire ces propos, ça m'évite. Moi, je ne suis pas partisan des rencontres par communauté. Je pense que c'est une crise qui a meurtri l'ensemble de la nation. Alors, et donc, pour moi, ça aurait dû être ça. Mais je trouve que le fait d'avoir dit que les ouais doivent pardonner, pour moi, c'est déjà un bon message. Et c'est ce que moi, j'attends, je suis de quelqu'un de Laurent. Après, je rejoins tout ça à l'aise. Je dis qu'après, le rendez-vous, il a été politique. Ça a été vraiment un moment, mais après, ça a été politique. Et c'est ce qu'on souhaite. Et là où vous posez la question, je vous quitte là-dessus, Alain Toussaint dit, mais on ne sait pas ce que les hommes politiques veulent, mais évidemment, ce n'est pas faux. Ça veut dire juste qu'ils ne déroulent pas suffisamment leur programme. Ils ne disent pas comment ils voient l'avenir, comment ils construisent justement leur moment de proposition avec l'ensemble du peuple. C'est ça, on va rester tout le temps dans la critique, mais on propose quoi? Comment on veut changer? On est toujours dans l'émotion. Voilà, donc tout ça n'augure rien de bon en termes de programme politique, si vous voulez. Très bien. Ce que je retiens, comme je le disais, je parlais du PDCI, dans son discours, il l'a dit juste à la fin, les chefs, dites à ceux qui vivent dans vos villages d'essuyer les yeux, d'essuyer les larmes et qu'il y a de l'espoir en Côte d'Ivoire et que cet espoir aujourd'hui est incarné par l'alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA. Une nouvelle alliance pour conquérir le pouvoir. Tu parlais du fait qu'il n'y ait pas de visibilité concrète sur la raison pour laquelle on veut venir au pouvoir. Une alliance contre nature ou pas, parce qu'on a vécu beaucoup d'alliances, qu'elles soient contre nature ou pas, qui ont échoué finalement. Rebelote encore pour une autre alliance. Bon, finalement, oui, le jeu politique, mais les populations, est-ce que finalement ça leur sert? Alors, je saisis votre perche là pour partir sur une précision concernant qui a été évincé du pouvoir. En tout cas, je disais particularité des deux. Donc, en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir, à un moment donné, il y a eu un conflit, une discussion. Bédié, effectivement, le président Bédié a été évincé du pouvoir. On ne dit pas le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est une petite précision. Oui. Voilà. Disons que, selon leur compréhension, ils n'ont pas quitté le pouvoir de façon démocratique. Voilà. Selon leur compréhension. Moi, je suis pour tous ceux qui pensent qu'ils ont perdu le pouvoir, ils auraient dû partir. Mais après, c'est un débat, les historiens vont revenir là-dessus, tout ça. Je comprends votre précision, mais après, les intellectuels, les historiens vont écrire abondamment là-dessus et ça va permettre justement à la Côte d'Ivoire de revenir sur cette partie de son histoire et les sachants vont nous dire exactement quel était vraiment ce qui aurait dû être fait par les uns et les autres et quelles sont les responsabilités. Et quel terme c'est encore chaud, effectivement. Voilà, c'est pas évident, effectivement. Ceci dit, c'était juste une parenthèse de précision, parce que quelqu'un l'avait relevé dans les commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Ouais, ça dit qu'on nous écoute très très bien. Voilà, absolument, on profite de l'occasion. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux. Une chose est sûre, Gbagbo s'est rendu donc, dans l'Ouest. Certains l'avaient subodoré, j'utilise l'expression de vous, elle avait supposé donc périlleux ces déplacements-là. Tout s'est bien passé. Laurent Gbagbo a parlé. La terre n'a pas tremblé. Oui. Il a appelé à l'apaisement. Et puis, comme de nombreuses personnes attendaient. Et l'Ouest, c'est aussi son fief d'une certaine manière. Donc, ça vient confirmer en fait cette popularité, cette notoriété qui n'a pas disparu depuis une dizaine d'années. Il a voulu communier avec ces populations qui l'ont toujours soutenu et qui a toujours accompagné ses actions. Et surtout, se souvenir malheureusement de ces morts. Non, moi, pour rester vraiment dans le questionnement de Brice, je voulais dire que moi, c'est pour ça que la semaine dernière, dans mon propos sur la visite de Ouattara, je disais que moi, la visite en tant que telle, elle ne me dérange pas. C'est le fait qu'il y a eu cette volonté de mettre une stèle, machin, tu vois, alors qu'on Mais finalement, il s'est incliné sur cette stèle. Que ce soit incliné, je dis, mais moi, c'est une chose que je désapprouve. Parce que je pense que les moments comment on dit, ce qu'on appelle le mobilier urbain en termes de mémoire, c'est quelque chose de toujours collectif. Vous voyez, donc pour moi, ce n'est pas un truc qui doit être partisan. Vous imaginez que le tableau aurait pu être qui a mis en place cette stèle. Enfin, s'il y avait un consensus. Il n'y a pas de consensus, mais c'est une évidence. Ce que je m'apprête à vous dire, le monument aux morts à Paris, ce n'est pas une affaire de...
la droite ou la gauche. C'est le monument aux morts, c'est l'histoire de la France, c'est ce que je veux dire. Oh, la stèle là, excuse-moi, je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara va aller se recueillir là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment de consensus pour le pays. Et c'est ça qui est une faute politique. C'est ce que je veux te faire comprendre en fait. Après, qu'est-ce que c'est pas lui qui l'a fait ? Les populations de cette région décident, en tout cas une partie des populations de cette région décident de commémorer à travers une stèle la disparition tragique des membres de leur communauté, je pense qu'elles sont en droit de personne ne parle qu'elles ne sont pas en droit. Ce qu'on dit, c'est que, et là c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, une partie de la population, ça veut dire que ce n'est pas un moment de consensus, pour emprunter le mot d'Alain Toussaint qui me semble très juste et convenir là. C'est-à-dire que nous, en tant qu'intellectuels, en tant que politiques, ce qu'on recherche, surtout quand il s'agit de la mémoire, c'est d'avoir un moment de consensus. C'est d'avoir un moment où nous tous, nous reconnaissons que par le passé, on a fauté et que là, on va se recueillir. À partir du moment où ce moment mémoriel-là encore crée de la tension, c'est un échec pour nous quand même les politiques. Et ça, je pense que c'est un échec pour Laurent Gbagbo. Mais après... Oui, un échec pour les politiques, ok, mais c'est ça que je parle. Mais après, non, mais les populations, elles veulent pouvoir commémorer comme elles veulent. Bien sûr, se rappeler, se souvenir. Je n'en disconviens pas. Et après, je dis juste qu'une fois qu'on a passé ce petit aspect, moi, qui me dérangeait, je pense qu'il a le droit d'aller faire de la politique, haranguer les foules, pour montrer. C'est là où je désapprouve les propos d'un certain nombre de ses adversaires qui ont commencé à nous annoncer que la terre allait se renverser à Diokwe. À un moment, il faut qu'on fasse de la politique, ça suffit. C'est-à-dire que si demain Alassane Ouattara veut aller au nord, ou le RHDP, ils ont le droit d'aller, de faire de la politique, d'haranguer les foules. Même s'ils veulent aller dans l'Ouest. Ouais, dans l'Ouest aussi. Donc c'est ça que je désapprouve dans ce que vous disiez tout à l'heure en disant finalement la terre ne nous est pas tombée dessus. Mais bien sûr, parce qu'il faut qu'on fasse de la politique. La preuve, c'est que Anou Loto et d'autres membres du RHDP ont organisé des manifestations dans la même région. Ben voilà, tout s'est bien passé, la politique suit son cours, et puis voilà. C'est ça. Et je m'emprête à dire que cette image, vous la trouvez belle, vous l'aurez peut-être trouvée plus belle si tous nos leaders, par exemple, étaient main dans la main autour de cette stèle. C'est ce que j'allais dire, parce que à la décharge du camp Gbagbo, les organisateurs n'ont peut-être pas associé les autres responsables politiques. Parce qu'il s'agit quand même d'une mémoire collective, de pleurer les parents. Et les victimes n'ont pas de camp. Voilà, les victimes n'ont pas de camp. Donc je pense que ce moment-là, notamment la visite de la stèle, aurait pu être un moment d'union ou d'unité nationale. En tout cas, de près ou de loin, de nombreux Ivoiriens donc, ont communié avec donc, les populations de l'Ouest, toutes ces populations ivoiriennes-là qui ont toutes souffert, on a tous souffert de ce conflit-là. Et comme nous lisons sur nos pages des réseaux sociaux, de nombreux internautes nous disent on aimerait bien tourner cette page-là, et se tourner vers la page de l'avenir, de la paix et de la réconciliation. Sans oublier, mais tout en construisant le futur. Et puis aujourd'hui, on est le 11. Oui, on est le 11 avril. Qui nous rappelle... on va dire d'autres souvenirs. Oui, ça nous rappelle peut-être l'acte qui a permis de stopper, on va dire, le déchirement qui était en train d'être vécu par l'ensemble des Ivoiriens. Parce que, j'allais dire, ça arrive à Laurent Gbagbo, mais finalement, on s'est analysé aussi. C'est l'arrestation de Laurent Gbagbo. Voilà. Ça arrive à Laurent Gbagbo parce qu'on l'arrête, mais c'est analysé comme un moment aussi pour arrêter justement ce qui aurait pu nous emporter un peu plus loin. Donc, les choses ont fait que ça s'est passé le 11 avril, mais c'est aussi toujours des moments pour qu'on se recueille et qu'on repense justement tout ce qu'on fait, qu'on pose comme acte dans l'espace public pour permettre aux populations de vivre vraiment dans la sécurité, parce que c'est très important qu'on analyse les actes qu'on a posés par le passé. Et moi, je pense que ce jour-là doit être un jour comme ça pour réfléchir à tout ça. En fait, c'est le point culminant de 2 semaines où, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines de guerre. Parce que depuis mars, déjà, c'était... Mais je pense que les combats ont duré environ 2 à 3 semaines. Entre le 30 mars Exactement. Et ça a été le point culminant, en fait, de toute cette... ce que je pourrais appeler folie, qui nous a animés à un moment donné. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier, mais surtout, c'est de retenir les leçons du passé et d'avancer. Très bien. Vous avez bien dit, souhaitons la paix. La paix. Et on a chéri la paix quand on est sorti de cette crise. Il faut la protéger, cette paix. Absolument. C'est important. Bon, allez, on va tout de suite partir avec notre prochaine étape, c'est notre levier entendu. On l'a
a dit élection, paix, élection. Et là, on parle d'une autre élection, cette fois à la FIF. 6 prétendants pour un fauteuil. Eh bien, pour notre levier entendu, nous allons consulter. Donc, c'est la une du quotidien L'Inter dans son édition du lundi 11 avril aujourd'hui, donc, qui disait élection à la FIF, 6 prétendants pour un fauteuil. C'est digne d'un titre de télénovelas. D'une saga. Une saga politicienne, politique. On espère aura une fin heureuse avec un... Non, forcément, forcément. C'est un moment aussi que les Ivoiriens attendaient. Bon, qu'on puisse au moins avoir cette séquence élection. Bon, on espère qu'il n'y aura pas d'autres blocages, parce qu'on avait déjà vécu le dépôt des dossiers de candidature, que ce soit pour les différentes commissions ou pour les candidats eux-mêmes. Et bon, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Non, il n'y a pas de raison, simplement parce qu'aujourd'hui, tel que c'est parti... Il n'y a pas de raison que cette fois soit la bonne, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Précision importante. Je suis allé dessus comme ça. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que cette fois, il semble bien que les principaux candidats sont tous dans la course. Donc ça, ils sont tous en lice. Donc, en principe, la commission... sur les dossiers qui ont été enregistrés, il y a des dossiers pour d'autres élections dans le comité exécutif. Donc finalement, le CONOR, le comité de normalisation, a donné donc une liste de 6 candidats qui sont en liste. Donc finalement, tout le monde est candidat, dont évidemment les 3 favoris. Oui, ça me passionne ces élections. Ça dure depuis 2 ans, non? Oui, exactement. C'est un vrai Presque feuilleton. 2 ans, ouais. On espère que... On lui donnait même un nom à cette saga. C'était quoi, la marmaille? Non, la Casa de la FIF, si je me trompe Casa de la pas. FIF, voilà. FIF. Non, je trouve qu'on arrive certainement à la fin de cet imbroglio au sein de la Fédération ivoirienne de football et on espère vraiment que le vainqueur pourra, comme on dit, travailler avec les vaincus et rassembler surtout. Et que cette élection-là amènera un peu de stabilité au sein de cette maison. Comme moi, il y a de nombreux Ivoiriens certainement qui se disent cette élection-là a au moins un avantage, c'est de nous sortir de cette histoire de comité de normalisation. Parce que... Oui, bon, finalement, on a reçu Mme Gabala il y a quelques jours face à la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a compris la fonction du comité de normalisation. C'était un peu une équipe de pacification et qui avait pour vocation principale d'organiser justement le passage de témoins. Donc, je veux dire, la transition, forcément, quand elle prend fin, elle fait plaisir. Ben, encore faut-il que les conditions de ce passage de témoins soient réunies. Alors justement, quelque chose, puisqu'on parle de foot, dont on n'a pas beaucoup parlé sur ce plateau, c'est que dans la foulée, on a perdu Baumel. Oui, dans la foulée, on a perdu. C'est la meilleure nouvelle, ça. J'en perds même mon latin. Non, et puis bon, elle nous l'a annoncé donc le jeudi dernier ici en exclusivité, parce que bon, déjà, on a pu observer sur les réseaux sociaux, oui. Un merci de sa part. Un merci un peu lapidaire. Mais oui, je pense que ça s'inscrit quand même dans l'ordre normal des choses, puisque comme on va élire un nouveau président, je pense qu'il est bon qu'il arrive avec une nouvelle équipe. Oui. Il pouvait arriver avec une nouvelle équipe. Est-ce que le départ de Baumel n'a pas été précipité? Non, il arrivait au terme de son contrat. Et qui a même été prorogé de 2 mois en raison des matchs internationaux. Il avait fini sa mission. Qu'on a lamentablement perdu. Oui, voilà, on n'a pas été spécialement brillants. Oui, d'accord, vous le dites différemment. Non, mais... Ça traduit un peu moins la douleur. Parce que je crois que c'est que j'ai dit ça. J'ai quand même laissé transparaître un peu d'émotion. On sent du ressentiment dans ta voix. Je suis désolé. Voilà. Oui. Mais franchement, faire des mêmes erreurs en dernière minute, vous prendre un but comme ça. Enfin, non, mais c'est à l'image de cette équipe. On n'a jamais su tenir un résultat. Et on a été éliminé de la Coupe du Monde. La CAN, ce n'était pas fameux. Et puis l'entraîneur, bon, qui, je ne sais pas quel tour de magie, il s'est maintenu à la tête de la sélection. Minato Sanju nous écrit, qui nous dit de temps en temps, il faut permettre la participation aux émissions. La preuve, on vous lit. Donc, laissez-nous vos réactions. Ça me permet justement de laisser nos réactions quand elles sont constructives, quand elles sont pertinentes, quand elles sont courtoises. Parce qu'effectivement, vous nous voyez nous-mêmes en train de lire des messages de personnes qui disent des choses sans courtoisie. Eh bien, c'est même que ces messages seront supprimés. Donc, non, mais pour ajouter un truc à ce que tu dis, Brice, c'est qu'on vous offre un espace de débat
c'est bien de partager son idée que de vouloir se lancer dans les invectives. Au mieux, vous me dites, monsieur Brice ou Alain, tout ça, non, je vous contredis en disant ça. Je pense que ça, et ça, on est fort avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Évidemment. Voilà. Les messages qu'on lit, c'est des messages qui sont empreints donc, de courtoisie, qui ne sont pas forcément des messages qui sont en phase avec les gens sur le plateau, leurs propos. Souvent, c'est contradictoire, mais on les lit avec beaucoup de plaisir. Parce que ce qu'on veut faire, c'est vous laisser la parole. Mais bon, vous l'avez dit, lorsque vous êtes dans les invectives, c'est pas productif. Et puis, c'est zappé. À la limite, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos paris respectifs? Concernant le nouvel entraîneur ou pour la FIF? Pour la FIF. Vous voyez qui? Pour la FIF, je ne suis pas pas un bon tout simplement. Je ne suis pas un bon parieur. Une bonne parieuse aussi. Non, déjà, je pense que je peux déjà me lancer là-dessus. Ils vont retenir les 3 candidats. Ils ont enregistré les candidatures. Donc, je pense qu'ils seront retenus. Après, qui va gagner? C'est ça le sens de votre question. Mais tu avais déjà parié Zemmour en France. Avec le succès qu'on sait. Ouais, je n'ai pas parié Zemmour parce que c'est pas... Non, mais en revanche, je suis surpris de ce qui est arrivé. Non, de ce qui est arrivé à Valérie Pécresse, mais on pourra toujours en parler. Non, moi, je pense que les 3 candidats, pour le coup, seront retenus. Et puis, ça va se jouer quand même dans l'une, puisque derrière, c'est ce que tout le monde attend. Baptiste Hans est en notre compagnie sur ce plateau. Il est conseiller des Français de l'étranger. Bonsoir, monsieur Hans. Bonsoir. Oui, ça va, c'est très bien. Alors, vous êtes conseiller des Français de l'étranger. Tout à fait. Est-ce qu'on peut définir un peu cette fonction? Alors, c'est vrai que c'est assez inédit qu'un pays organise à ce point la représentation de ses résidents étrangers. En fait, c'est comme un conseiller municipal des Français qui vivent en Côte d'Ivoire et au Libéria. Donc, je suis élu à ce niveau-là. Et après, je suis aussi élu au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger qui siège donc mondialement. Donc cette fois-ci, on est 90, on représente les 3 millions de Français qui vivent hors de France. Alors, l'actualité, c'est l'élection présidentielle en France. Ici, en Côte d'Ivoire, on a eu 12 723 inscrits donc sur la liste, sur environ 19 000 Français. Et on a eu un tiers qui ont voté. Si je ne me trompe pas, environ 4 059 votants pour cette élection du dimanche 10 avril. Est-ce qu'on peut dire que l'engouement a manqué? L'engouement a un peu manqué, oui, parce que même par rapport à la précédente élection, il y a une toute petite baisse de la participation. Hein. On a à peu près 4 à 5 points de moins de mémoire que l'élection de 2017. Effectivement, ça a été une élection qui cette fois-ci a moins passionné, ou peut-être, je ne sais pas si le mot passionné est le mot le plus exact, ou en tout cas, peut-être qu'on y a moins cru. Enfin voilà, en tout cas, les Français de l'étranger ils se mobilisent sur les élections, parfois un peu moins que quand on est dans l'Hexagone, mais c'est que cette élection reste celle où on participe le plus, mais avec un bon tiers, donc effectivement, de participants. Alors, 2022, c'est un peu comme on dit, la reprise de la finale de 2017, Macron-Le Pen. Comment expliquez-vous, par exemple, la poussée de Marine Le Pen, de l'extrême droite, quand on ajoute les voix de Zemmour? Oui, au niveau national, c'est vrai que ça peut nous inquiéter d'avoir cette progression-là. Après, on est dans une période de grands changements, de grands renversements. Parce qu'il y a ça, mais il y a plein d'autres choses à côté. C'est-à-dire qu'on a quand même l'effondrement des principaux partis. C'est ça. Aujourd'hui, les Républicains et les socialistes sont réduits à même pas être en dessous du seuil de remboursement de la campagne, ce qui n'était même plus envisagé pour les Républicains. Ils ne s'y étaient pas du tout préparés, pour le coup. Et donc, à côté de ça, effectivement, on a beaucoup de transformations. Le RN, puisque ça a changé de nom, le Front National, il a beaucoup muté aussi. Et il faut dire que je crois que les dernières années ont beaucoup secoué la société française, qui est confrontée à un monde qui change, une Europe qui change, une économie mondiale qui change, avec beaucoup de Français qui ne s'y retrouvent pas. Marine Le Pen a fait beaucoup de campagne en dehors des grandes villes, dans ce qu'on appelle un peu la France périphérique, celle des oubliés, ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans la mondialisation. Et donc, finalement, le président sortant ne s'est pas beaucoup soucié de ces gens-là pendant son mandat. Et donc, sur ça, peut-être pour rester un peu sur la question de Toussaint Alain, c'est que je vois le regard ou ce qui s'est dit, par exemple, chez les Français de l'étranger, quand ils voient des
des extrêmes comme ça, prendre un peu de place et que notamment le discours porte sur les étrangers, tout ça. Est-ce que vous, ça vous met mal à l'aise ou vous dites, bon, c'est un discours politique classique, hein, vous qui êtes à l'étranger? Alors nous, en tout cas, moi pour mon équipe ici, ça nous met très mal à l'aise. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on avait échangé à l'époque quand Zemmour est venu à Abidjan. Moi, je fais partie de ceux qui ont remué ciel et terre pour lui dire qu'il n'était pas le bienvenu ici et de lui rappeler que nous, on est des étrangers qui sommes très bien accueillis dans un pays et que si on commence à avoir ce genre d'attitude, nous, ça nous met très mal à l'aise. Et pour rebondir sur la question d'André, si vous me permettez, lorsque je regarde le résultat de l'élection ici, donc Mélenchon est en deuxième position avec 29% Sachant que des voix. Vous êtes un partisan de Mélenchon. Je lui ai donné mon parrainage pour les élections présidentielles. Tout à fait. Mélenchon arrive en deuxième position avec 29% des voix et Éric Zemmour arrive avec 11% des voix. Qu'est-ce que ça en dit sur les Français vivant en Côte d'Ivoire, la communauté? Bon, il y a des extrêmes, toute la société est représentée. C'est-à-dire que les Français de Côte d'Ivoire, c'est une société complexe. Alors, c'est ça que sur cette participation-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi beaucoup les binationaux à venir, parce que les Français de Côte d'Ivoire, ce sont aussi beaucoup de binationaux. Alors nous, ce qu'on essaye de faire justement depuis la précédente élection locale, qu'on appelle l'élection consulaire, c'est de mobiliser ces binationaux pour qu'ils soient à 100% aussi citoyens français. Mais il y a tout l'échiquier politique qui est représenté. Celle qui a eu le moins de voix, c'est Madame Arthaud. Elle a eu quand même, un tout petit score, mais elle a eu un petit score quand même. Des gens ont voté. Il y a quand même des gens qui ont voté pour elle. Donc tout l'échiquier est représenté. Alors moi, je quand même une petite question concernant l'acceptation du vote Zemmour. La France prévaut d'être une république démocratique, etc. Zemmour, comme d'ailleurs Madame Le Pen, sont financés par... Là, il aura les frais de campagne qui vont être remboursés. Donc, ça veut dire quelque part, l'État accepte qu'il soit dans la compétition électorale. Alors, comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une confrontation entre un candidat dit républicain et un représentant de l'extrême droite, on agite le chiffon du Front républicain? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dans le déni de réalité? Quand vous avez quand même plus de 23% de la population qui donne sa voix à Marine Le Pen au premier tour, et les sondages la donnent autour de 48-49% au second tour, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un déni, un refus d'accepter le jeu démocratique? Aujourd'hui, on est dans une situation où la démocratie, elle doit se réinventer. Et ça, on l'a vu partout. On l'a vu aux États-Unis, c'est quand même le pays où est née la démocratie moderne telle qu'on la pratique. Ils ont vécu une période qui n'a pas été évidente. Et toute l'Europe, elle est traversée actuellement par ce questionnement-là. Et il y a eu ce questionnement aussi des pays moins démocratiques qu'on a présenté parfois comme plus efficaces parce que finalement, est-ce que la démocratie, etc. Enfin voilà, il y avait un discours quand même ces dernières années, avant qu'on rentre vraiment dans une crise, d'interroger est-ce que finalement, quand on veut faire des affaires, etc., est-ce que la démocratie, c'est pas un poids? Et beaucoup de forces qui étaient pourtant démocratiques ont laissé un peu glisser aussi ce discours-là. Bon, je pense que par exemple, le candidat Zemmour a dû jouer à un jeu qui était très dangereux. Il a remis il triche avec l'histoire, par ailleurs, un certain nombre de fois. Donc bon, voilà, on a des gens qui pour le coup vont loin dans le non-respect de la République. Et même s'il a fait un petit score, les Français ont quand même mis cette personne de côté, et même si ça peut être inquiétant, il reste assez, par rapport à ce qu'on disait en début de campagne, on le voyait peut-être en tête d'affiche. Ouais. Bon, finalement, il a 2 millions de voix. Ouais, il a été quand même un peu mis de côté, quoi. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça à la légère et pas se poser la question de comment est-ce qu'on refait vivre la démocratie. Mais la démocratie, elle est aussi sociale. C'est ce que je disais avant. Il faut que maintenant, on prenne en considération tous ceux qui n'arrivent pas à suivre, tous ceux qui n'ont pas leur place dans la mondialisation et qui ne savent pas vers où on va. Et imaginons le scénario, le scénario dans lequel Marine Le Pen deviendrait présidente. Et donc, l'extrême droite arrivant au pouvoir en France, quelle serait la situation des immigrés africains dans ce pays? Moi, je m'apprête à vous dire à quel moment ces questions touchent ou intéressent les Africains. Là, par exemple. En fait, la question, par exemple, si vous regardez le score de Jean-Luc Mélenchon, il a fait un très bon score, surtout auprès des Français d'Afrique, partout.
Il y a des endroits où il est largement en tête. Finalement, la Côte d'Ivoire, c'est un endroit où il était un peu moins en avant que d'autres, mais il est quand même à 30%, parce que c'était un des rares qui avait un discours justement sur, un vrai discours sur ce qu'il a appelé la créolisation. La créolisation, il parlait sur la géopolitique, c'est-à-dire des relations d'État à État, mais aussi sur l'avenir des peuples qui se sont rencontrés et qui se retrouvent où que ce soit sur cette planète. Et donc, il y a eu un intérêt qui s'est posé à ce moment-là, notamment pour les Africains, comme on dit ici. Et par rapport à l'extrême droite, ils ont joué un peu aussi de mauvaise foi. Ils n'ont pas abordé vraiment le sujet, puisque le Front National explique que il se prétend plus raciste ouvertement, comme il l'a été par le passé. Il se prétend plus nationaliste, souverainiste. Ils ont lissé leur image, ils ont essayé de lisser leur image. Lisser, ou en tout cas, ils jouent de la confusion. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas les seuls à jouer de confusion. Parce que la question qu'on a se poser, c'est pourquoi, selon vous, ils font peur? Parce que justement, ils utilisent cette confusion, vous apprêtez à le dire? Non, mais après, moi, je voulais partir sur autre chose, mais bon, allez-y. Pourquoi ils font peur, le Front National? Bon, comme disait Mélenchon hier, il y a une erreur qui serait irréparable. Et je veux dire que là, on est sur des formations, alors c'est le grand inconnu, on peut dire tout ce qu'on veut, on ne le sait pas tout à fait, puisqu'ils n'ont pas vraiment été en exercice, mais là où ils l'ont été, au niveau local, ça c'est toujours assez mal fini, je veux dire. Est-ce qu'on fait un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs qui n'ont pas toutes les notions prérequises concernant donc, la géopolitique, la situation en France? Bon, on a des candidats, il y a Emmanuel Macron, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Éric Zemmour, il y a Marine Le Pen, pour l'instant, pour ne citer que ceci. Alors, de ce qu'on dit, c'est qu'il y en a qui sont pour le fait que les relations avec les Africains soient équitables, d'autres n'aiment pas les Noirs et tout ça. Comment vous présentez un tout petit peu le profil de ces différents candidats, pour qu'on comprenne plus ou moins la position que vous avez? Si je veux être un peu caricatural, mais bon, on a Éric Zemmour, c'est la droite très réac, très traditionnaliste, qui prétend que les racines sont forcément chrétiennes, et que voilà, donc eux ils ont une approche, on va dire, la plus excluante. Les autres, la question se pose beaucoup moins. Le Front National, historiquement, l'a été. Le Front National, c'est plus une problématique par rapport aux religions. Il va avoir un discours, pour faire un peu de pédagogie, où il s'en prend à l'islam très directement, en général, mais voilà. Mais ils vont moins racialiser le discours. Tous les autres, finalement, tout le grand débat qui a un peu secoué mon pays là, sur les 10 dernières années, c'était finalement la laïcité, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence. Moi, j'ai toujours défendu le fait que la laïcité, c'est ce qui permet à ce que tous ensemble, on se retrouve. C'est pas empêcher les uns et les autres d'accéder, c'est tous ensemble, on se retrouve, quoi qu'on croit ou qu'on ne croit pas, par ailleurs. Très bien. Alors moi, je voulais quand même revenir sur les Français en Côte d'Ivoire, parce que je pense que c'est ça aussi notre propos. Et qui sont les Français en Côte d'Ivoire? Enfin, une sorte de typologie. Tout à l'heure, vous avez donné une idée des binationaux. C'est des gens qui sont installés avec leur famille, donc ils vivent ici comme tout citoyen. C'est des investisseurs. C'est le profil type. Le profil. Enfin, c'est qui le Français qui vit en Côte d'Ivoire? C'est des profils très variés. La communauté est beaucoup plus petite depuis quelques années. Aujourd'hui, on est autour de 20 000, un peu plus, un peu moins, avec les passages. Mais la grande partie de cette communauté, ce sont des binationaux. Ce sont des franco-ivoiriens ou des ivoiro-français, ça marche dans les deux sens, qui se sont installés ici. Certains sont nés ici et il y en a beaucoup qui n'envisagent pas d'être enterrés ailleurs qu'ici. C'est une communauté, et j'aime pas dire moitié-moitié, parce que j'ai dit toujours qu'on est totalement l'un et l'autre. Et donc ce sont toute cette mosaïque de profils, des gens plus âgés, des gens jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent, des Français qui s'installent ici, des Ivoiriens qui étaient partis qui reviennent. Enfin voilà, c'est une société qui est très variée, les Français de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils correspondent un peu, parce que vous êtes dans cette même idéologie-là, comme on parlait de créolisation, est-ce qu'il y a une idée comme ça quand même de se dire qu'ils doivent, j'allais dire, s'imbriquer, oui, s'imbriquent mieux en termes de culturellement parlant, on connaît votre histoire avec les petits prénoms que vous avez donnés à vos enfants, tout ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus promu, c'est-à-dire qu'on ne reste pas de son côté français, on regarde les gens de haut. Il y a une sorte de vrai brassage. Oui, je crois bien. Oui.
Je pense qu'on est une société en métissage. Et ça, j'y crois fondamentalement. Et même au niveau culturel, je veux dire, moi, mon petit frère, avant que j'arrive en Côte d'Ivoire, mon petit frère, il parlait déjà de Sanjaillé. Je ne savais pas que ça venait d'ici. Donc même les mots, la culture. Abidjan, aujourd'hui, c'est un centre qui produit de la culture, qui produit de la pensée, qui produit même de la langue francophone qui se répartit. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de commencer à raisonner en tant que francophone. On partage tout cette langue en commun et ça nous permet quand même d'avoir plein de camarades. André a dit que vous avez donné des prénoms BT à vos enfants. Vous avez une fille qui s'appelle Ozwa. Exactement. Pourquoi le choix de prénom BT? C'est parce Ils sont beaux, les prénoms? Oui, et j'ai mon parrain et ma marraine qui m'ont fait venir en Côte d'Ivoire. Ce sont des BT. Voilà, c'est mon premier patron ici, c'est un BT. Et c'est lui-même qui a choisi d'ailleurs le nom. Et les autres prénoms? Donc Ozwa, c'est la fille? Mon fils s'appelle Diati. Diati? Diati, ouais. On a un série Diati, généralement c'est les gens artistes, etc. Et un peu dur aussi. C'est ça. Un peu têtu. Jeune caractère. Exactement, mais ça se constate. Ça se vérifie. C'est aussi mon petit nom chez moi. Ah oui, dans voilà. ma famille. Écoutez, après tout ce qu'on a défini. On reprend tout. Ça s'explique. Ça s'explique alors. Avec nous, notre invité, donc Baptiste Hens, je prononce toujours bien. On va parler des élections. Le deuxième tour des élections, c'est pendant 2 semaines, c'est cela? Dimanche 24. Pronostic? La question. Oula. Bon, on va tout faire pour que ça se passe bien. Moi, j'ai confiance à ce que les citoyens fassent attention quand même et ne se laissent pas non plus appâter par la volonté d'être en colère, parce qu'il y a quand même beaucoup de colère dans cette élection, mais la colère n'est pas forcément une bonne conseillère. Donc, on a 2 semaines pour bien y penser. Alors, je vais caricaturer. Lorsque vous dites qu'il faut que tout se passe bien, vous ne le dites pas pour dire qu'il peut y avoir des risques d'échauffourée comme ça se passe sous d'autres cieux quand il y a des élections, mais c'est surtout que les votes ne sont pas guidés par l'émotion. Oui, je pense, on ne peut pas se départir de son émotion, on est humain, mais quand on fait un choix collectif, on doit penser à soi, on doit penser à ses voisins, on doit penser à ses enfants, voilà. Et même si on est très fâché de la situation, on est très fâché du bilan du président sortant, il faut essayer de se dire qu'est-ce qui est le plus réparable à l'heure actuelle. Il y a un choix qui sera réparable, il y a un autre, peut-être qu'il le sera moins. Alors moi, je suis un peu fasciné par la résilience des Français. Vous avez connu l'épisode des Gilets jaunes, avec des manifestants éborgnés, d'autres qui ont perdu des membres, d'autres plus gravement, enfin aussi gravement blessés, sous le règne du président sortant. Et malgré tout ça, il arrive en tête du premier tour, et les sondages même le projettent comme le futur président de la République. Alors, on a l'impression que les Français sont masochistes et qu'ils en redemandent encore, un peu comme à la cantine. J'aime bien mon peuple parce qu'il est un peu gaulois, comme ça, se taper dessus tout le temps. C'est vrai qu'on a un fond rebelle où on aime bien râler. Et même si on est un tout petit pays, aujourd'hui, on a une voix qui porte. Mais effectivement, pour faire plus de sociologie politique, vous disiez avant, on est en train de faire le match retour de 2017. Et c'est vrai qu'en 2017, l'espace macroniste a tué le Parti socialiste. C'est ça. Et quand on regardait électoralement qui avait voté pour lui, même au niveau local, on se sentait bien qu'une partie de la gauche avait voté pour lui parce que dans la confusion, on le prenait pour un ministre social-démocrate. Là, aujourd'hui, c'est les Républicains qui l'a complètement siphonné. Et on le voit dans le score incroyable de Valérie Pécresse, où elle a complètement perdu, à mon avis, une grosse partie de son électorat qui directement allait voter pour M. Macron, et peut-être une autre partie pour Marine Le Pen. Marine Le Pen et Zemmour. Peut-être Zemmour, probablement. On verra un peu ce que les analystes diront dans les prochains jours, mais je pense que là, on est sur... mais finalement, on est sur un schéma très traditionnel, puisque la droite française, elle a toujours été sur ces 2 tendances-là, qui est la droite orléaniste, les Versaillais, les bourgeois, et de l'autre côté, la droite plus populaire, parfois un peu souverainiste, gaulienne, ou à l'époque, c'est ce qu'on appelait les bonapartistes aussi. Donc voilà, finalement, aujourd'hui, Macron, c'est un Balladur en plus jeune, et c'est un Valéry Giscard d'Estaing en plus jeune, mais qui a réussi à se faire réélire. On verra, mais... Juste d'un mot. Mais c'est les institutions qui font ça. Où est-ce qu'il ira prendre ses réserves de voix? Il n'en a quasiment pas.
Ben c'est ça. C'est tout à fait le... voilà. Et aujourd'hui... Sachant que Mélenchon n'a pas dit allez voter Macron, En tout mais cas, ne donnez pas vos voix à Marine Le Pen. Oui, il a quand même dit très clairement qu'il ne fallait pas donner une voix à Marine Le Pen. Et voilà, je reprends son élément de langage quand je dis il y a un choix qui est réparable, un qui ne l'est pas. Je voudrais quand même qu'on revienne sur un peu ce qu'Alain Toussaint disait à propos même de sociologie politique. Moi, je pense que les pays occidentaux se droitisent. Je ne sais pas si on fait la même lecture, vous allez me dire. Mais j'ai le sentiment qu'on n'utilise pas on n'a pas la même lecture de cette droitisation. C'est-à-dire que, je veux dire que tant qu'on mettra toujours le fait de ne pas aimer l'étranger, au lieu de considérer la souffrance d'un certain nombre de populations, parce qu'il y a des gens qui sont en France, qui vivent dans vous avez parlé dans les périphéries, qui vivent dans les territoires, qui souffrent, et donc qui très souvent se reportent vers des extrémistes. Ceux-là, justement, ceux qui choisissent la droite, qui choisissent l'extrême, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est aujourd'hui votre façon de les ramener vers ce qu'est la France, qui est avant tout quand même un pays extrêmement raisonnable, un peuple, c'est vrai, fier, mais plutôt accueillant. Comment vous réagissez, vous faites? En fait, déjà, il y a une grande partie qui ne vote plus, en réalité. C'est plus que dire qu'ils votent plus à droite ou plus à gauche ou ceci. Il y a de moins en moins de gens qui votent. Qui votent, ça on est d'accord. Il y a un décrochage avec nos institutions. Peut-être que la 5e, elle était très adaptée à une phase de la deuxième partie du XXe siècle. Peut-être qu'aujourd'hui, elle peine à trouver un sens auprès des citoyens. Et qui fait que quand on parlait de la faible participation, finalement, c'est toujours l'interrogation de se dire, mais est-ce que finalement, ma voix va porter? Est-ce qu'elle va être prise en compte? Il y a eu cette fameuse tentative je ne sais plus comment il appelait ça, des débats, des forums avec les gens tirés au sort. Bon, ça n'a rien donné. Au final, ça n'a rien donné. Il y a une sorte de panne de la démocratie française. Peut-être les Français ne comprennent plus très bien Je pense qu'il y a une panne de la démocratie française. Il y a une vraie panne, oui, effectivement. Et il faut la raviver parce que ça reste le plus important. Mais le président Macron, finalement, aujourd'hui, même il ne parle pas de programme, il parle de projet. Il n'a pas participé au débat. Alors, on peut l'expliquer par plein de façons, mais de fait, le débat n'a pas vraiment eu lieu. Et ça, ce n'est pas bon. Et peut-être que Macron aussi, finalement, a eu de la peine à mobiliser les jeunes, ce que Mélenchon a certainement réussi, parce qu'on le voit un peu dans les chiffres. Les 25-34 ans sont ceux qui ont le plus voté majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est surtout la France jeune. Vous avez parlé du fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui votent, mais paradoxalement, cette élection a suscité beaucoup d'engouement auprès des jeunes Français, surtout avec Mélenchon qui utilisait TikTok, en tout cas les médias que les jeunes utilisent. Comment vous expliquez cela? En fait, intuitivement... Est-ce que ça augure pour la suite d'un avenir meilleur aussi pour cette France jeune qui s'intéresse de plus en plus à la politique? Ce que je pense, c'est que ce soit en France ou ailleurs, comme je le disais avant, on est dans une période de grand renversement. Et quand on en prend conscience, on se dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer sous nos yeux et que c'est l'occasion aussi de se lancer dedans, que ce soit la question environnementale, écologique, que ce soit la question sociale, la question économique. Même aujourd'hui, on le voit avec la guerre qui se répand un peu partout, qui cherche ses formes, qui est sur Internet, mais qui est aussi dans l'information, mais qui est aussi sur le terrain. On est dans une grande période de transformation. Et quand on est jeune aujourd'hui sur cette planète, que ce soit en France ou ailleurs, on se dit là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et il faut y aller, il faut se lancer dedans. Et c'est là qu'il y a le paradoxe, un moteur A. Parce qu'on veut se lancer dans quelque chose, mais on se dit on aurait pu se lancer dans quelque chose en s'identifiant à celui qui nous ressemble, qui est beaucoup plus Emmanuel Macron que Jean-Luc Mélenchon, en termes d'âge, en termes de génération. Oui, mais des fois, il faut faire attention, l'habit fait pas le moine. Il y a les faux jeunes. Il y a les faux jeunes. Alors, on va revenir à l'Afrique. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le regard, que le poids de l'Afrique, vu qu'on va dire qu'on n'intervient peut-être pas directement, mais le ressenti de l'Afrique, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on le perçoit? Est-ce qu'il joue dans ces élections-là? En gros, quelle était la place de l'Afrique? Est-ce qu'il y a de l'intérêt de l'Afrique pour l'élection à la France, finalement? Malheureusement, pas assez, je pense. Comment il s'appelle même Zemmour, qui ramène ce débat à nous titillants. Mais finalement, est-ce que l'Afrique était au cœur de cette élection? Je ne pense pas qu'elle était au cœur, parce qu'il y a un décrochage. Les Français connaissent de moins en moins bien l'Afrique parce qu'on leur en parle de moins en moins. Et à l'inverse, par contre, on la connaît de manière plus directe parce que les peuples se connaissent de mieux en mieux.
grâce aux réseaux sociaux, mais parce qu'il y a de plus en plus de mouvements. Alors, même si, une nouvelle fois, Emmanuel Macron a un peu restreint l'accès des étudiants en augmentant les frais d'université, parce que moi j'ai plein de copains ivoiriens que j'ai rencontrés à la fac à Strasbourg. C'est ça. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, eux ils étaient encore à Bruxelles. Il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Et c'est lui qui m'a un peu guidé pour dire va voir un tel, squatte ici, tu peux gazer là, etc. Donc c'est voilà. C'est ça, mais donc on se connaît en fait déjà. Au niveau des peuples, on se connaît. Mais au niveau politique, ça a été absent. Non, mais c'est vrai, j'arrache la parole à Brice pour ne pas qu'on reste sur la politique, parce que quand il a parlé de Gazé, je me suis dit, quand même, est-ce qu'on peut parler de comment il vit ce lien-là, ce transfert culturel avec d'autres Ivoiriens, qui sont aussi des binationaux. Vous avez créé ce Paris Babi. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, justement, en faisant parler des Français ivoiriens qui viennent parler de l'expérience de la France ici en Côte d'Ivoire ou vice-versa? C'est quoi, en fait En fait, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est que, un peu quand on regarde les anglo-saxons, cette manière dont ils sont fluides, en fait, avec leur culture anglo-saxonne, le fait de parler anglais, et que ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier, en fait, nous, le but, là, c'est de faire émerger un peu cette nouvelle génération qui n'a pas de complexe et qui, du coup, sait qu'elle partage cette langue et cette culture. Aujourd'hui, là, le club Paris Babi, c'est le rassemblement, effectivement, en tout cas sur la place d'Abidjan, et ça se développe à Lomé, peut-être à Casa, sans doute à Brazza et très certainement à Paris. C'est un petit club international qui va un peu se déployer. Et en fait, ça rassemble qui? Ça rassemble les jeunes actifs d'Abidjan. Alors, il y a les petits blancs tropicalisés comme moi, il y a les repates, donc tous ceux qui ont fait leurs études, qui ont travaillé à l'international et qui, à l'occasion, essaient de revenir au pays pour un peu apporter quelque chose ici. Et il y a toute cette communauté, cette grande famille franco-ivoirienne, des gens qui sont binationaux et de papier et de culture. Et en fait, finalement, alors qu'on a l'impression que ce sont des trajectoires différentes, on se ressemble beaucoup, on a les mêmes références culturelles, on apprécie les mêmes choses, on a les mêmes approches et on envisage même notre existence, notre vie à peu près de la même façon. Donc en fait, on est plus ressemblant qu'autre chose. Et donc le club Paris Babi, l'idée c'est de faire un espace où justement on assume ce mélange, ce mélangement depuis Abidjan. Et on va essayer de porter ça un peu... justement, c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, en disant, est-ce que l'Afrique pèse dans le poids, pour dire que lorsque vous partez voter, est-ce que vous dites, si je vote Emmanuel Macron, j'ai plus de chances que mes relations avec mon gars qui est à Babi, est-ce que ça va... Je suis dans un système qui va favoriser le rapprochement, ou bien ça sera une sanction? Donc, c'était un peu le but de ma question. Ah d'accord, oui, bon, c'est vrai que... Alors, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas pour ma part et les gens que je connais bien, on ne va pas voter pour quelqu'un qui va nous couper des autres. Ça, c'est certain. C'est ça. Alors, rapidement, est-ce que vous avez des regrets? Mélenchon a fait un très bon score. Malheureusement, il n'a pas accès au second tour. Est-ce que vous avez des regrets? Qu'est-ce qui a manqué rapidement? À peu près 250 000 voix, je crois. Oui, entre autres. Mais bon, des regrets. Peut-être l'unité de la gauche. L'unité, la division. La fracturation, parce que entre les écologistes, au final, il les a siphonnés, entre guillemets. Oui. Donc, il a réussi à. Mais il n'aurait pas dû être candidat, peut-être. Ils auraient dû se mettre autour de dans l'idéal, mais je pense que la gauche en France, et peut-être pas qu'en France par ailleurs, elle a besoin de se retrouver, de se réinventer. Comme il y a une phase comme ça dans les années 70 où il y a eu ce fameux congrès d'Épinay qui a refondé la gauche. Le prochain Mitterrand, ça va être qui? On verra bien. Bon, alors, Baptiste Haynes, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller des Français de l'étranger. On aurait dit à Babi, on se le dit. Affirmatif. Merci, prenez soin de vous et des autres. Continuons donc cette marche-là vers la paix et surtout que Dieu veille sur nous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk. On vous aime. À demain. Merci.